Je vous présente aujourd'hui notre 544e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, il y a une semaine, après 35 années de mandat, vous quittiez le Parlement européen sur une phrase sans appel. Député qui avez été aveugle et sourd, la postérité vous maudira. Vous avez eu le sentiment que votre avertissement sera entendu ou pas? Je ne sais pas, mais il a été lancé en tous les cas. Et il n'a pas été entendu directement par beaucoup de députés parce que il y a beaucoup de députés au Parlement européen en séance que le jour où ça représente un gain financier, c'est-à-dire le jour où on contrôle leur présence par le vote électronique. Les débats, eux, généralement, sur 700 députés, il doit y en avoir une douzaine en séance. Mais ce qui était important, c'était de parler pour le journal officiel. Et je pense que si ça n'a pas été entendu en séance, ça l'a largement été entendu dans les couloirs. Oui, et largement retransmis. Oui, je dois dire que de ces 35 ans de députation européenne, je garde à la fois un bon souvenir, celui où j'ai, en 84, fait élire derrière moi 9 autres députés, 10 députés Front National, c'était un des chocs médiatiques français. Et puis le mauvais, c'est que j'ai été escroqué par le même Parlement européen de 340 000 euros qui m'ont été comme cela retenus sur mon traitement, sous le prétexte fallacieux, bien sûr, que mon suppléant, enfin non pas mon suppléant, mon assistant principal, pourtant devenu député européen depuis, M. Jalk, n'avait pas travaillé, plus exactement avait travaillé pour Jean-Marie Le Pen, président du Front National, plutôt que pour Jean-Marie Le Pen, député européen. Je ne sais pas comment se fait cette division, comment on partage Le Pen, mais enfin, je trouve que ça constitue un véritable vol et que je suis scandalisé, que j'ai quitté cette assemblée sans aucun regret. Je dois dire que j'ai fait mon temps. Alors, sans revenir sur les sujets qui fâchent, tout le monde aura remarqué quand même que même s'il y avait peu de monde dans cet hémicycle, on vous avait pris congé de vos collègues, il y avait tout de même beaucoup de députés issus du Front National. Vous parliez du Front National, devenu Rassemblement National depuis. Ils étaient là. Je dois dire que j'ai été touché par le geste du groupe du Rassemblement National, des députés qui m'a entouré, qui étaient regroupés autour de moi et qui m'a applaudi, et même debout. J'ai eu une standing ovation. Oui, j'ai dit, quand j'ai dit qu'il y avait une quinzaine, là les 15 étaient représentés par les gens du Rassemblement National. Et à ce moment-là, vous vous êtes pas dit, c'est curieux, c'est vrai que je les ai fait élire, mais d'un autre côté, ils n'ont pas toujours été très compréhensifs à mon égard. Oui, non, je ne pense qu'aux bonnes choses dans ce cas-là. Et vous regardez vers l'avenir plutôt que vers un passé récent. Je pardonne les offenses comme j'espère qu'on me pardonne les miennes. Ah bah, félicitations en tout cas. Alors les Français ont été frappés de stupeur devant les images de Notre-Dame de Paris en flammes. Comment, vous, personnellement, avez-vous vécu ce moment absolument dramatique ? Mais écoutez, on peut dire presque en direct, puisque j'étais à la télévision en train d'attendre, je ne sais pas quelle émission, je ne me souviens plus laquelle, et quand brusquement c'est apparu comme la nouvelle stupéfiante de voir ce qu'on notait. Moi, je ne l'ai pas noté sur le moment, mais je crois que dans l'enquête, ça aura une très grande importance. C'est que la première colonne de fumée était une colonne de fumée jaune. Et que c'est probablement, à mon avis, la fumée dégagée par le mécanisme incendiaire, criminel, qui a mis le feu à la charpente de Notre-Dame de Paris. Je pense que c'est ça. Évidemment, j'étais navré de voir ça, mais j'avais une certaine expérience de l'incendie, puisque j'avais dû, moi, sauter par ma fenêtre, en me blessant d'ailleurs à l'épaule, le jour où notre maison de Rueil-Malmaison a brûlé en 2 heures
heureusement, en plein jour, là aussi, c'était le cas. Et il n'y a eu pas de blessés. On a célébré l'héroïsme des pompiers. C'est d'ailleurs une formule maintenant qui est banale. Chaque fois que le président ou un ministre parle des fonctionnaires qui ont agi, ils sont toujours de façon héroïque. Nous avons donc une fonction publique héroïque, c'est vrai. Ils sont très courageux, ils font bien leur métier, qui en principe est d'éteindre les incendies. Mais ils ne font pas que ça. On leur demande de faire bien d'autres choses, autrement gênantes quelquefois, mais bref, là, le problème c'était... Ce qui m'a un peu quand même étonné, c'est qu'il n'y ait pas dans ce genre de monuments très élevés de services d'incendie automatique situés dans les combles, en quelque sorte, qu'on peut, en tous les cas, sinon automatique, au moins qu'on pourrait déclencher quand il y a une alerte, mais ça n'a pas été le cas. Enfin, moi, je suis convaincu, et le gouvernement, évidemment, a fait tout ce qu'il a pu pour essayer d'écarter cette hypothèse. Moi, je suis convaincu, comme beaucoup d'architectes et beaucoup de gens qui connaissent ces choses-là, du caractère criminel de l'incendie, s'agissant de poutres, de chaînes de 1 mètre carré de section. Ça ne se met pas en feu comme ça, on ne voit pas ce qui pourrait. C'est pas un bouchon de papier, même ou un chiffon avec de l'essence qui permet de mettre ça en feu. C'est pas possible. On peut noter d'ailleurs que depuis le début de l'année, on est à plus d'une dizaine d'églises qui ont pris feu en France. Donc vous pensez que ça peut s'inscrire dans une espèce de politique terroriste qui consisterait à attenter à tous les symboles chrétiens, les marqueurs de notre histoire et de notre identité? En tous les cas, on a vu ça au Bangladesh, pas au Bangladesh, Au Sri Lanka. Au Sri Lanka récemment. Et oui, ça c'est très possible que l'on profite de la provisoire, j'espère, faiblesse de la présence religieuse pour, évidemment, essayer de s'emparer ou de détruire les monuments qui la représentent. On a l'impression quand même que sur l'opinion française, le choc a été réel, profond, pas seulement à Paris ou en Île-de-France. Beaucoup de Parisiens se sont rassemblés, il y a eu des manifestations de piété. Mais j'ai été quand même étonné de voir que dans les premières heures de commentaires, il n'a jamais été fait allusion au caractère spirituel de Notre-Dame de Paris. On a décrit cet incendie comme celui qui ravageait en quelque sorte un monument touristique très visité, alors que tout de même, Notre-Dame de Paris, c'est cela, bien sûr, mais c'est aussi un certain nombre d'autres choses. Enfin, il a été fait mention à plusieurs reprises que la couronne d'épines du Christ ainsi que la tunique de Saint-Louis avaient été sauvées par l'aumônier des sapeurs-pompiers de Paris. C'est bien ça. Eh bien, on a sauvé la plupart du contenu, pardon. Puisque c'est la charpente qui brûlait, et il fallait un certain courage sans doute pour aller quand même dans ce grand édifice, sauver l'essentiel, les tableaux, les choses comme ça. Non, mais je crois que tout le monde a été... Que les Français sont comme ça. Dans les circonstances difficiles, ils sont généralement très bons. Bon, pour en terminer avec Notre-Dame pour cette fois, vous n'avez pas participé à la polémique pour les donateurs, n'est-ce pas? Cette compétition entre Pinault et Arnault, par exemple, vous trouvez ça normal? Alors que certains se sont offensés qu'on puisse mobiliser autant d'argent pour des pierres et non pas pour des personnes. J'ai même félicité François Pinault d'avoir pris cette initiative généreuse en faisant remarquer à ceux qui sont mécontents que ce qui est donné par Pinault, par Arnault, ou par Total, ou par beaucoup d'autres gens, eh bien, ils n'ont pas à le donner, car autrement, c'est eux qui devraient le payer. Puisque l'immeuble de Notre-Dame de Paris appartient à l'État, et que par conséquent, c'est l'État qui devrait payer. En l'occurrence, je crois que grâce à la générosité des Français, l'État n'aura peut-être même pas à débourser quoi que ce soit. Il est même possible d'ailleurs qu'il y en ait trop et que ça permette de sauver d'autres bâtiments appartenant au patrimoine. De Dieu. Alors, mercredi prochain, 1er mai, vous serez pour la 31e fois au rendez-vous de Sainte-Jeanne d'Arc, place des Pyramides à Paris. Toujours avec la même ferveur, Président? Oui, mais cette fois-ci, malheureusement, nous ne ferons pas un défilé,
mais il y a un simple rassemblement en place des Pyramides. Oui. Je rappelle que le défilé qui avait été institué il y a plus de 30 ans, en effet, par le Front National, avait pour but, en alliant d'ailleurs les deux notions de patrie et de travail, en la personne de Jeanne d'Arc, d'être présent sur le pavé parisien et de n'en pas laisser l'exclusivité aux organisations syndicales ou de gauche. Alors vous direz quand même quelques mots cette fois, ce ne sera pas un discours, mais une courte adresse aux très nombreux amis qui risquent de venir. Une allocution, voilà, je pense que c'est ce que justifie, j'espère, la ferveur des gens qui se donneront la peine de venir là, le 1er mai, rendre à Jeanne l'hommage qui lui est éternellement dû. Et allocution, bien entendu, à 11h30, ce mercredi 1er mai. C'est cela. 11h30, 12h, enfin le rassemblement. Alors, petit flirt avec l'extrême droite, Nathalie Loiseau s'empêtre dans ses souvenirs de jeunesse entre mensonges et amnésie. Que faut-il en penser, Président ? Écoutez, ridicule. Je suis tout à fait étonné de voir que ce haut fonctionnaire, qui a été même directeur de l'ENA, ce qui n'est pas grand-chose, qui est administratif, mais je crois qu'elle avait échoué à l'ENA. Elle est rentrée par l'autre bout. Elle est passée par le haut au lieu de passer par le bas. Bon, ouais. Et se soit livré à une sortie absolument haineuse contre l'extrême droite sous le prétexte qu'elle avait été soupçonnée d'en avoir vaguement fait partie sur une liste quand elle était étudiante. Mais on mesure à ce moment-là l'espèce de crainte révérentielle qui existe dans la classe politique dès qu'on prononce le mot d'extrême droite. Parce que Mme Loiseau nous dit qu'elle a lutté toute sa vie contre l'extrême droite, mais où et quand et contre qui est cette extrême droite que Mme Loiseau a combattue? Il m'a semblé quand même que la tête de liste de M. Macron avait du plomb dans l'aile. Je ne sais pas ce qu'il en sera au mois de mai, mais je crois que c'est une très mauvaise candidate et je m'en félicite pour les chances du Rassemblement national. Vous considérez toujours, comme la semaine dernière, que la tête de liste du Rassemblement national tient la route, fait honneur à son investiture? C'est un jeune homme qui a 23 ans, donc on pouvait craindre qu'il manquât d'expérience, mais il se révèle être un bon débatteur, et je dois dire que c'est une carte qui m'a paru une très bonne carte. Et je pense qu'il apprendra beaucoup et qu'il servira encore mieux plus tard. Avez-vous quelques lectures cette semaine, Président ? Ah, j'ai quelques lectures, oui, j'ai des lectures que j'ai sélectionnées par abstention, c'est-à-dire que ce sont deux livres passionnants, très intéressants. Comme tous les livres d'aujourd'hui, ils ont 500 ou 600 pages, comme d'ailleurs vous allez avoir aussi, hélas, mes mémoires. C'est-à-dire que c'est des livres qui, à la limite, vous tombent des mains quand vous les prenez. Bon. Mais ces deux-là ont pour objectif de parler d'un thème qui est généralement occulté, l'immigration. L'immigration massive, et ils sont remarquablement articulés et renseignés. Il y a beaucoup de choses. C'est des livres qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Sont presque, je dirais presque des livres de travail. C'est La France interdite de Laurent Oberton, dont nous avons déjà parlé, mais que je cite parce que j'ai été frappé du fait que dans ce gros livre consacré à l'immigration, il n'y a pas le nom de Le Pen. Alors, je n'ai pas d'amour-propre d'auteur, mais il me semble quand même que Le Pen et le Front National ont joué dans la lutte contre l'immigration massive un rôle capital, et quelquefois solitaire d'ailleurs. Il en est un peu de même de M. Mamou, qui écrit, lui, un livre qui s'appelle « Le grand abandon », et les élites françaises et l'islamisme, c'est évidemment très passionnant à lire, à condition d'avoir un peu de temps. Oui, alors et cependant... c'est n'importe comment, ce sont des ouvrages de travail. Mais cependant, Président, il n'est pas exclu que ce ne soit une consigne de l'éditeur, que de ne pas vous mentionner. Ça pourrait être une consigne générale, ça. Je crois d'ailleurs que très généralement, le Rassemblement national lui-même souffre quelquefois de quelques oublis des commentateurs qui citent les différentes têtes de liste et qui oublient
M. Bardella ou qui oublie la présence de Marine Le Pen. Enfin bref. Et on fait son chemin comme nous l'avons fait pendant tout le temps. Et je ne trouve pas de meilleure image que celle du brise-glace. C'est-à-dire qu'on avance, mais on n'avance pas vite. Et il y a toujours un obstacle à vaincre. Et on avance qu'en le vainquant. Merci Jean-Marie Le Pen. Rendez-vous 1er mai, donc, rassemblement à partir de 11h, 11h30, place des Pyramides à Paris. Merci à vous tous. Pour rendre hommage à Jeanne d'Arc et à la fête du travail.